Merci beaucoup d'être là ce soir une nouvelle fois pour cette deuxième édition de l'année 2024-2025. Ce soir, c'est du coup une édition un peu spéciale. C'est sur l'éditeur de Fortnite, donc Unreal Engine for Fortnite, ou éditeur, je ne sais plus exactement le nom. Voilà. Donc c'est UEFN, sinon plus communément appelé. Du coup, il y a Mathieu et puis Et puis Julien et Scott. Ok, qui sont venus ce soir nous faire une présentation justement de ce qui est possible de faire avec l'UEFN. Donc un grand merci à eux pour avoir pris le temps de préparer tout ça et de venir ici ce soir. Euh, Juste aussi des petites mises à jour sur l'évolution de Level Up, donc par rapport à ce qui s'était dit l'année dernière, le mois dernier. Donc on est toujours en création d'associations pour Level Up. Donc ça va impliquer pas mal de changements et de choses encore mieux, j'espère. Le mois, j'ai du mal avec les mois. Le mois prochain, ça sera sur la prévise. Voilà, donc on vous tiendra au courant de la date et puis des invités, des conférenciers qui seront disponibles. Je voulais juste avant de commencer la conférence faire un hommage à Victor Dequis qui nous a quittés la semaine dernière et qui était un ami et un collègue. Voilà, je sais que c'était quelqu'un qui était passionné, qui adorait justement tout ce qui était découverte, nouvelles technologies, etc. Donc je voulais un petit peu dédicacer cette édition pour lui. Voilà. Sinon, je laisse la place à Mathieu. Merci encore. Et puis, bonne présentation. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et évidemment merci à Level Up pour l'accueil. C'est un plaisir d'être ici. Du coup, je vais commencer directement. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de l'Unreal Editor for Fortnite. On va pas détailler tout ce qui est en ce qui concerne l'écosystème. On va parler de choses un peu plus précises. Mais je vais quand même faire une introduction de quand même qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, l'Unreal Editor for Fortnite. Cette direction, ok. En ce qui me concerne, du coup, je suis Mathieu Haribar, connu sous le pseudonyme de Yusa. Je suis co-founder et CEO de... Oh, il est passé où le CEO là? Super. De Vicena Studio, donc on est un collectif de créateurs sur Fortnite depuis 2020. Donc avant sur Fortnite créatif, puis UEFN, depuis que UEFN est sorti, il y a 2 ans, un an en 2023. Enfin bref, ok. Donc, développeur depuis 2018 et alpha testeur UEFN. Et là, j'ai mis un petit achievement personnel. C'est pour moi l'achievement qui est le plus... dont je suis le plus fier. Donc, voilà, c'est sur moi. Hop. Et du coup, en ce qui concerne l'Unreal Editor for Fortnite, en gros résumé, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai repris les termes que Epic eux-mêmes utilisent dans leur présentation. Ça se passe en 3 étapes. On fait un jeu, on le publie et on le promote, et ensuite on est payé. Voilà. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. On ne va pas parler de ces 2 parties-là. C'est un peu secret. La publication et la promotion, c'est un algorithme secret numéro 1. Et les revenus, c'est un algorithme secret numéro 2, donc on ne va pas en parler. Bon, ils ont des noms quand même. Le premier, c'est le Discovery. C'est un peu comme YouTube. On publie ce qu'on fait et ensuite, on est mis en avant. Et le deuxième, c'est l'Engagement Payout. Nos revenus sont reversés en fonction des performances de nos jeux. Mais voilà, on ne va pas en dire plus. C'est quand même un algorithme dont Epic a le secret. Voilà. Au menu ce soir, donc 3 présentations. La mienne qui va parler du coup du langage de programmation unique à UEFN qu'on appelle le Verse. Donc j'ai mis le logo ici, j'ai pas trouvé le logo sur internet, du coup j'ai dû mettre la thumbnail d'une vidéo qu'ils ont fait pour l'annonce de UEFN en 2023. La deuxième étape c'est... super le texte en bas qui ne s'affiche pas très bien. La deuxième partie, c'est que, le Verse, c'est trop bien, mais UEFN, il y a quand même des limitations. Donc, on va essayer de ne pas trop vous dégoûter. Je sais que c'est Halloween bientôt, mais on n'est pas là pour vous faire peur. Et à la fin, vous inquiétez pas, Fortnite, c'est Fortnite, mais on n'est pas obligé de faire du Fortnite. Donc, on peut s'émanciper. Et du coup, on va aussi vous montrer comment sortir de Fortnite.
Du coup, Verse, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation. Merci à tous. Bonne soirée. C'est du coup unique à Fortnite. Ça a été créé pour UEFN. Et concrètement, c'est quoi? Voici le code que vous avez de base quand vous créez un device Verse. Donc, ce qu'on appelle un device, c'est ce qu'on voit ici. Il faut forcément commencer en créant ce qu'on appelle un device, parce que le device aura cette fonction qui s'appelle onBegin, qui va s'enclencher au début du jeu. S'il n'y a pas ce onBegin, peu importe le verse que vous avez dans votre code, jamais il ne sera activé. Donc il faut créer un device pour qu'il y ait le onBegin. Le device, il apparaît dans l'outliner et il faut le mettre dans le level. Et à partir de ce moment-là, si on lance le jeu, attention, ça va écrire Hello World. Donc c'est très unique, attention. Voilà. Donc c'est la base. Et bon, je ne vais pas vous apprendre à coder, je ne vais pas vous apprendre à faire 2+2 et à faire des prints, parce que je pense que c'est un peu trop basique. Je vais parler de ce qui rend Verse unique, en tout cas d'après ce qu'ils disent, parce que bon, je n'ai pas fait non plus 32 millions de langages de programmation, j'ai fait du Python à grand max, donc ça se trouve, c'est pas vraiment unique, mais en tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est que ce qui rend Verse unique, c'est ce qu'on appelle le Verse Concurrency, donc la concurrence Verse. C'est la manière de coder et beaucoup d'outils qui nous permettent de coder d'une certaine manière. Du coup, ça se caractérise par deux types de fonctions. Donc, les expressions en Verse peuvent être soit immédiates, soit asynchrones. J'ai mis la version anglaise, si jamais. Donc ça vient directement des documentations d'Epic Games. Donc soit une fonction s'exécute de manière immédiate, soit elle peut justement être asynchrone, ce qui est la particularité du UEFN, c'est qu'elle peut durer sur le temps. Et on va voir ce que ça implique avec un exemple que j'ai préparé. Donc l'exemple que j'ai préparé, c'est un petit code qui permet de détecter quand est-ce qu'un joueur est éliminé, quand est-ce qu'un joueur élimine quelqu'un d'autre, et comment gérer tout ça. Du coup, on retrouve, c'est un device de base avec le onBegin, et le code s'exécute évidemment de haut en bas. Donc j'ai gardé ça pour l'exemple, je vais commencer. Alors, ça commence avec déjà un premier élément qui est un peu unique à Verse, encore une fois, c'est le spawn. Le spawn, il permet de appeler une fonction, et une fonction qui sera indépendante, et ça c'est très important, je le détaillerai plus tard, c'est indépendant et parallèle. Donc en fait, la fonction va se lancer, la fonction c'est celle qui est ici, là, elle va se lancer, mais le code, il continue, alors que cette fonction se lance à côté. Et hop, on voit ici que je spawn deux autres fonctions plus tard. Donc l'objectif du code, dans un premier temps, c'est de spawn une fonction qui s'appelle JIP_await. Donc JIP, c'est pour Join in Progress. C'est comme ça qu'on appelle quand un joueur rejoint en cours un jeu. Et la deuxième partie, c'est pour détecter tous les joueurs qui sont déjà dans le jeu. Donc en gros, ici, on voit que je lance encore une fonction pour un joueur précis. L'objectif, c'est que pour tous les joueurs qui sont dans le jeu actuellement, je vais avoir cette fonction elimination_await. Donc le JIP_await, il va lancer la fonction pour tous les joueurs qui rejoignent en cours. Et ce bout de code-là, il va lancer la fonction pour tous les joueurs qui sont déjà dans le jeu quand le jeu il commence. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y aura une fois la fonction de lancer pour chaque joueur, en même temps. Et voilà. Ensuite, bon, j'ai mis un petit slip avec 5 secondes. C'est juste pour l'exemple, quand on mettra, je vous montrerai la vidéo juste après, c'est que voilà, la fonction du coup est une fonction, si je retourne en arrière, attends, l'arrière c'est où? Voilà, la fonction onBegin est une fonction asynchrone. Une fonction asynchrone, ça se caractérise par cet élément qui s'appelle suspense ici, et ça me permet justement d'avoir des slips de 5 secondes, donc la fonction peut durer sur le temps. Hop, donc ça, les spawns, on l'a vu. Donc ça, c'est la fameuse fonction elimination_await qui va du coup se lancer une fois pour chaque joueur qui est dans le serveur. On commence avec un petit élément qui est aussi unique à UEFN, c'est les failure context. Alors unique, bon, ça se trouve, ça existe dans d'autres langages, encore une fois, je ne sais pas, mais le failure context, c'est important, ça permet de ne pas avoir d'erreur. Ça permet de gérer les erreurs directement.
Ça se caractérise souvent par les crochets qui sont ici. Et en gros, si ça marche pas, au lieu de faire bugger le code, bah, ça va juste, le if, il est false, quoi. Et ensuite, ça continue. Là, en ce qui concerne ce bout de code-là, il me permet de récupérer depuis le joueur. Le joueur, ça correspond à l'identifiant unique du joueur avec son compte Epic Games, etc. Depuis le joueur, récupérer son caractère. Donc le caractère, c'est un peu sa version physique. Donc avec ses points de vie, est-ce qu'il est en vie ou pas? Donc voilà, FC, ça devient le caractère du player. J'ai la référence du joueur. Et donc je peux continuer ma fonction. Et là, on arrive à quelque chose qui est très très important et c'est la base de la Verse Concurrency. C'est le Structured Concurrency dans Verse. Donc là, Race, c'est un premier exemple. Et la liste, là, c'est la liste un peu de toutes les expressions. Donc ça vient d'un talk qui a été fait à l'Unreal Fest. Et donc, on a plusieurs types de fonctions, enfin, d'expressions, qui permettent de gérer d'autres expressions en temps réel ou pas. On a le bloc qui permet de réaliser les expressions les unes après les autres et de renvoyer en résultat le résultat de la dernière expression, donc la coroutine 4. On a le sync qui va lancer les 4 expressions en même temps et qui va en résultat donner une liste de tous les résultats, donc du résultat de la 1, 2, 3 et 4. On a le race que du coup j'utilise ici, qui est une course du coup. Donc ça va regarder quelle est l'expression qui finit en premier. Et c'est là où ça devient important, ce qu'on avait dit juste avant, le fait que cette fonction elle est spawn et qu'elle est du coup indépendante. C'est que ici, les expressions loop qui sont dans la race ne sont pas indépendantes. Elles restent dans le même scope de fonction. Et donc, elles peuvent être annulées par la race parce que la race, justement, annule les autres fonctions qui ont pris plus de temps à être faites. Alors que dans cette situation-là, les fonctions qui ont été spawn, peu importe ce qui arrive à la onBegin, si jamais il y a un return à la fin, la fonction qui a été spawn, elle est totalement indépendante, donc elle va continuer d'exister. Sauf que là, dans une race, toutes les fonctions qui sont pas arrivées premières, quoi, elles sont annulées. Et donc c'est quelque chose qui est très important. On le verra plus tard. Ça return le résultat de la fonction qui est arrivée en premier, mais ici, moi, je récupère pas le return, je m'en fous un peu. Tout ce qui m'intéresse, c'est de désactiver les fonctions quand une des fonctions a été finie. Ici, c'est de désactiver ça quand ça est fini. Et je t'expliquerai après. Le rush, c'est un peu la même chose, mais ça désactive pas. Du coup, ça envoie le résultat de celle qui a fini en premier, mais les autres continuent d'exister. Et le branch, ça les fait les unes à la suite des autres, mais ça renvoie rien. Et par contre, quelque chose qui est très important à comprendre, encore une fois, il y a une ligne rouge ici, on la voit pas très bien, mais cette ligne rouge-là, elle correspond au scope de la fonction. Et donc typiquement, ici, même si avec un rush, toutes les autres expressions continuent d'exister, si jamais dans ma fonction, il y a un return à un endroit, ça va quand même toutes les annuler. Donc c'est pas comme un spawn où le return ne va pas les annuler. Ici, avec un rush ou un branch, si jamais la fonction, avant même le branch ou le return, s'il y a un return, ça va tout annuler, contrairement à un spawn. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les events et les await. Ça aussi, c'est très important parce qu'en temps réel, à tout moment, on peut récupérer une information venant d'une autre fonction. Donc on a, la majorité, c'est du coup built-in dans Verse. Donc ici, la eliminated event, c'est une fonction qui est liée au caractère. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de récupérer le caractère du joueur pour du coup attendre cet événement-là. On peut aussi créer nos propres événements. Et donc je peux, avec une fonction, trigger un événement. Et une autre fonction totalement indépendante qui tourne en même temps va recevoir cet événement avec les informations qui ont été envoyées. Ici, les informations, on les récupère du coup dans le elimination result. Et du coup, le elimination result, c'est composé du caractère qui a été éliminé et du caractère qui a éliminé, qui a tué, quoi.
maintenant, on a un nouveau failure context. Ça correspond aux options. Donc, dans UEFN, on a les types, les int, les floats, etc., les logic. Je pense que il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Et on a aussi les options. Donc, chaque type a sa version en option. Et en gros, c'est la même chose que le type, mais il peut aussi avoir la valeur false. Donc, par exemple, si le joueur il meurt tout seul sans avoir été tué par quelqu'un d'autre, cette valeur-là ne va pas avoir du coup la référence de qui l'a tué, elle va juste avoir la référence de false, parce que personne n'a éliminé le joueur. Et donc ici, avant de donner un kill par exemple au joueur qui a tué, on vérifie s'il y a vraiment un joueur qui a tué. Et du coup, si c'est pas le cas, on fait rien, mais s'il y a eu quelqu'un qui a tué, on lui fait quelque chose, on lui ajoute un kill, quoi que ce soit, on lui donne de l'XP, peu importe. Ça c'est la vidéo, je pense. Et du coup, hop. La vidéo, elle est là. Elle est là. Elle arrive là. Sauf que du coup, j'ai skip le début. Alors, du coup, dans cette vidéo, je montre l'exemple, je lance le jeu. On voit au début le Hello World et le 2+2 égale 4 qui s'activent. Et le Spawned Elimination Await, c'est au début de la fonction qui va détecter si je meurs ou pas. Donc pour l'instant, au début du jeu, je suis tout seul dans le jeu, donc c'est pour ça qu'elle ne se lance qu'une seule fois. Ensuite, 5 secondes après, on va avoir le sleep, le 5 secondes. Et ensuite, il y a un joueur qui va rejoindre en cours. Bon, il met un peu de temps à rejoindre. Mais à partir du moment où il rejoint, je vais essayer de mettre sur pause au bon moment. Je ne sais pas si on l'a loupé. Il y a un print, voilà. Donc voilà, le Spawn Elimination Await, ça veut dire que la fonction pour ce joueur-là vient de se lancer et que j'ai détecté qu'il a rejoint en cours. Donc du coup, il y a deux fonctions qui se jouent en même temps, une pour lui, une pour moi. Et donc, je vais le tuer en attendant le Spawn Protection. Voilà, dès qu'il se fait éliminer, do something pour le joueur qui a tué, donc je kill plus 1. Et ensuite, je check si le joueur a été éliminé. Et alors, pourquoi je fais ça? On va voir à la fin, ça va être la dernière partie qui est un peu complexe. Pourquoi je fais ça? Dès que le joueur respawn, alors, il a respawn un petit peu avant. Hop, non, je peux pas faire pause en cliquant ici, là. Dès qu'il respawn, on lui fait quelque chose parce qu'il a été tué. Et du coup, à la fin du jeu, une condition très importante à prendre en compte, c'est qu'est-ce qui se passe si le joueur il quitte le jeu de lui-même. Alors du coup là il l'a fait. Alors ça va du coup check si le joueur a été éliminé. Ça va détecter que le joueur a quitté le jeu, mais du coup je vais remettre la présentation. C'est ça, ouais. Yes. Donc ça c'est... Ah bah super, j'aurais pu faire ça en fait. Donc c'est la dernière partie du code et c'est ce qui complète un peu tout. C'est suite à un problème que j'ai eu dans un projet assez récemment, c'est que ce que je faisais, c'est que quand le joueur est éliminé, je lui reset ses statistiques. Donc le nombre d'or qu'il avait ou le nombre de gold, quand il se fait tuer, je voulais que ça retombe à 0. Et j'avais remarqué que pour beaucoup de joueurs, c'était pas sauvegardé, même s'il ne s'était pas fait tuer. Et en fait, j'ai détecté que, on me l'a dit surtout, parce que c'est des choses qui se savent mais qui ne sont pas données dans les documentations. Quand un joueur quitte le jeu, il est considéré comme étant éliminé. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que les joueurs, ils quittaient le jeu, et du coup, ça les tuait, et donc forcément, quand ils revenaient, ils n'avaient plus leur progression. Et donc pour contrer ça, je suis obligé d'avoir une boucle qui va détecter si le joueur respawn. Donc c'est pour détecter s'il est actif. S'il respawn, alors je lui reset ces choses. Mais en même temps, en temps réel, grâce à la race, je vais détecter s'il a quitté le jeu. Et donc s'il quitte le jeu avant, ça va annuler tout le reste. Et donc ça ne va pas lui reset toutes ses statistiques. Donc c'est à peu près tout.
Et du coup, c'est un premier exemple de petite contrainte qu'on a avec UEFN. On travaille dans un écosystème qu'on ne contrôle pas à 100%. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans les documentations. Il faut le savoir, il faut expérimenter pour le découvrir. Et donc, c'est une petite transition vers la deuxième partie de la présentation sur les limitations de UEFN et comment surpasser ces limitations. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Questions ou... Est-ce que vous avez des questions? Ou on passe directement à la suite? Bon, bah. Alors, juste avant de commencer, en fait, j'avais une petite question. Enfin, c'est pas une question, c'est plus une affirmation. C'est vrai que ce que tu dis sur le fait qu'il n'y a pas tout dans la documentation comment dire, sur l'éditeur de Fortnite. Sache que sur le moteur d'Unreal, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des Ouais, fois, tu es un peu en mode try and retry parce que c'est. De toute façon, même les limitations, j'imagine que dans Unreal, on peut pas tout faire non plus, ça, c'est évident. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses des fois où le rythme, je ne sais pas d'ailleurs sur le rythme de mise à jour du moteur, en tout cas de l'éditeur, c'est vrai que ça va très vite aussi sur le Unreal Engine. Des fois, la documentation, elle ne suit pas forcément. Des fois, la documentation, elle est un peu anecdotique, mais bon. Surtout que le problème sur Fortnite, c'est que pendant longtemps, on a eu une mise à jour toutes les 2 semaines. Une mise à jour toutes les 2 semaines qui pouvait casser énormément de systèmes. Mais là, c'est en train de changer, en tout cas pour UEFN. Ils vont changer le rythme de mise à jour, ce qui permettra plus de stabilité. Ah ouais, c'est une mise à jour toutes les 2 semaines. Ouais, toutes les 2 semaines, avec évidemment beaucoup de bugs qui ne sont pas prévus, quoi. Ah ouais. Donc toutes les 2 semaines, on doit retester tout et redétecter tous les nouveaux bugs. Nous, ils sont passés de 3 à 6 mois, à peu près, histoire de calmer un peu le rythme. Pas mal. Okay. Bon, voilà. Merci. Ah ouais. Si on arrive sur une version où tu avais prévu de sortir ton jeu, il y a une version qui sort, elle casse ta map parce qu'il n'y a plus rien qui marche, parce que la version elle a cassé un truc dans le code ou quoi, bah, tu dois attendre 2 semaines. Parce que c'est sur un live service, quoi. C'est ce que tu vois, c'est sur le serveur live et le serveur live fait ça. Ok. C'est vrai que nous, on a tendance à loquer quand on commence une production. C'est très rare quand on... Ouais. Ok. Ok, bonsoir à tous, je vais commencer. Bonsoir à tous, du coup je vais commencer ma petite présentation. Alors je serai un peu plus rapide que Mathieu qui a parlé juste avant. Comme il vous l'a dit, sur UEFN, il y a pas mal de contraintes. Je ne veux pas toutes vous les énumérer ce soir parce que sinon on passerait quand même pas mal de temps. Mais je vais vous montrer certaines des contraintes avec lesquelles on doit travailler et on a travaillé notamment. Et vous montrer justement qu'est-ce qui est possible de faire pour essayer de contourner les soucis et justement de mettre en place ce qu'on veut mettre en place. Alors, avant de passer au premier cas, je vais me présenter rapidement. Donc moi, c'est Julien, plus connu sous le pseudo de Woika dans l'écosystème de Fortnite. Je suis développeur UEFN depuis 2 ans, car j'ai eu la chance d'avoir accès à la version alpha lorsqu'elle est sortie. Et avant ça, donc en 2019, j'ai commencé sur Fortnite Creative, qui était donc la version 1.0, comme on l'appelle traditionnellement, dans laquelle j'étais plutôt spécialisé dans la création de mécaniques de jeu. Et du coup, une fois que UEFN est sorti, j'ai décidé de continuer dans cette suite logique, entre guillemets, et de passer au codage. Il faut savoir que j'avais aucune expérience dans le codage précédemment. Et donc maintenant, je maîtrise Verse assez correctement. Et c'est donc ce que je fais depuis 2 ans approximativement. Maintenant que je me suis présenté, lorsque je vais vous montrer certains des cas, des contraintes qu'on a, justement, je vais me baser sur une expérience qu'on a réalisée avec Vicena qui s'appelle Legends Landing, qui est une map donc, qui a été mise en avant par Epic Games, dans laquelle on avait accès à certains appareils exclusifs, comme le Lamatron notamment, qui permettait de diffuser un flux en direct. Et donc dedans, on y a diffusé lors des jours de compétition les FNCS et les RLCS, qui
qui sont donc des compétitions majeures sur Fortnite et Rocket League. Donc maintenant que les bases sont posées, d'ailleurs je précise également, le texte fait un peu la gueule, euh, on a accumulé donc plus d'1,5 million de joueurs uniques en un week-end, ce qui est plutôt remarquable pour cette expérience-là. Donc je vais passer à mon premier cas, qui est la modification de l'apparence des joueurs sur Fortnite. Sur Fortnite, comme vous le savez peut-être, les joueurs peuvent modifier leur apparence, qu'on appelle plus communément des skins, qui peuvent donc modifier en fonction de ceux qu'ils ont achetés ou débloqués en faisant des défis par exemple. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement quel skin est équipé par les joueurs. On ne peut pas adapter par exemple, si un skin fait 2 mètres, je sais pas, on ne peut pas faire en sorte qu'un chapeau aille se poser sur sa tête précisément, et que si un skin à côté fait 1m50, que le chapeau aille s'adapter à cette taille-là. Donc, ce qu'on doit faire pour créer des accessoires qui puissent être attachés au personnage, c'est de passer par un appareil qui s'appelle le Visual Effect Power-Up Device. Je ne sais plus le nom en français exactement, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et cet appareil, en gros, nous permet de créer un effet Niagara qui est en réalité un static mesh qu'on va mettre dedans, et ensuite qui nous permettra donc d'attacher cet accessoire à plusieurs endroits prédéfinis du joueur. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas où la touche là, c'est ok là. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs endroits prédéfinis qui sont donc la base, le bassin, le centre, la tête, les mains gauche et droite et les pieds gauche et droit. Et du coup, vous pouvez voir en bas ce qui se passe quand on modifie l'apparence du joueur. Donc on a mon personnage de base et juste à côté, la version avec les accessoires équipés. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas savoir exactement quels sont les skins équipés par le joueur. Du coup, notre job, c'est de créer des accessoires les plus universels possibles, parce que dans certains cas, quand un joueur a un skin assez exotique, on va dire, on peut arriver dans des situations telles que celle-là, où on voit par exemple que le chapeau ne ressemble plus à rien, le drapeau qu'il y a derrière qui sert de sac à dos est également placé de façon assez bancale. Et donc voilà, malheureusement ça peut arriver, on ne peut rien faire pour contrer ça, à part, comme je l'ai dit, créer les accessoires les plus universels possibles. Voici, c'était une des premières contraintes avec laquelle on a dû bosser sur Legends Landing, l'expérience dans laquelle les joueurs pouvaient customiser leur personnage avec différents accessoires, tels que, comme vous le voyez là, des drapeaux en sac à dos, des gants de supporters, des chapeaux, et voilà, c'est tout. J'ai une petite question. Est-ce que ça, c'est vraiment fait de base, le fait de créer une particule Niagara pour mettre du mesh, ou c'est un détournement que vous avez fait? Ou c'est vraiment le système, il fonctionne plus ou moins comme ça? Alors ça a été un peu, si je dis pas de bêtises, quelque chose trouvé par la communauté une fois qu'une Parce des que mises à jour est sortie. c'est juste un espèce de tricks pour faire. En C'est gros, exactement c'est ça. une particule Niagara avec un static mesh qui est en C'est ça. local space et qui se met sur le bones. Exactement. D'accord, ok. C'est ouf. Ok. Du coup, maintenant, je vais passer à quelque chose que sans doute la plupart des développeurs Unreal connaissent bien, qui concerne donc les séquences, ou ce que vous appelez sans doute les cutscenes. Donc sur UEFN, on a la possibilité également de jouer des séquences pour les joueurs. On peut soit décider de les jouer une séquence pour tous les joueurs en même temps, soit pour tous les joueurs d'une même équipe, ou alors pour des joueurs individuellement. Par exemple, prenez un joueur qui s'approche d'une grande porte. Si vous voulez que lorsqu'il s'approche de cette porte, ce joueur uniquement voit la grande porte s'ouvrir, il va falloir passer la séquence en instigateur uniquement. Ce qu'on doit faire pour ça, c'est créer notre séquence, comme vous le faites sur Unreal, et ensuite passer par un appareil de séquence de cinématique qui est représenté par ce petit logo bleu là, qui est un appareil donc fourni par Fortnite. C'est pas quelque chose que vous avez sur Unreal à ma connaissance. Mais on a une problématique avec ça, c'est que la même séquence, le même appareil, ne peut pas être utilisé par plusieurs joueurs en même temps. C'est-à-dire que si je me retrouve avec mon collègue qui est 5 mètres derrière moi à approcher une grande porte, que je la vois s'ouvrir et que lui me rejoint dans la seconde, étant donné que moi j'ai cette cinématique qui est en train de se jouer, il ne pourra pas la voir tout simplement. C'est une problématique qui a été relevée vers le début du UEFN, et heureusement on a trouvé justement une solution pour contrer tout ça. Le seul inconvénient, mais on n'a pas trop le choix, c'est de placer plusieurs fois un appareil de cinématique de séquence, ce qui donc est parfois problématique lorsqu'on est dans des expériences qui s'approchent de la limite de mémoire. La limite de mémoire sur Fortnite, en gros, on a 100 000 de mémoire, et placer un appareil, un acteur, une particule, bref, peu importe quel type d'acteur dans la map, ça fait gonfler cette mémoire. Donc,
D'ailleurs, il y a un bloc de code, s'il y en a qui un jour sont intéressés, vous pouvez le prendre, c'est gratuit. Et un schéma à côté qui explique donc comment on résout cela. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe que vous pouvez voir en haut à gauche, dans laquelle je vais enregistrer donc mon appareil de cinématique et une logique dedans qui détermine si l'appareil est en train d'être vu par quelqu'un ou non, donc la logique issued. Une fois qu'un joueur va vouloir déclencher une séquence, je vais regarder dans un groupe d'appareils de cinématique laquelle est disponible. Il va passer par la première. Si elle est disponible, du coup, je joue la séquence pour le joueur. Si elle ne l'est pas, elle passe à la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à en trouver une de disponible. Et du coup, cette méthode-là nous permet donc de jouer les séquences par instigateur comme on le veut, à qui on le veut, n'importe quand, et c'est assez pratique, pardon. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez peu connu des créateurs actuellement. Donc voilà, prenez-en des photos si vous voulez, par exemple, ça peut être super intéressant. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour parler des événements en temps réel. Oui, oui, pas de souci. Ok, Hein. très bien. Oui, on est large. Très bien. Du coup, j'étais pas sûr d'avoir assez de temps, donc j'ai montré le code en gros. Sur Fortnite, on a un appareil qui nous permet de regarder le temps qu'il a actuellement, mais il est assez limité, notamment concernant la lecture de l'heure. On peut savoir si l'heure est passée, mais on ne peut pas savoir quelle heure il est actuellement. Dans la map Legends Landing, comme je vous l'ai dit, on devait faire en sorte que les écrans diffusaient les compétitions ou non en fonction de certaines heures et certaines dates. Et c'est pour ça qu'on a dû passer par un blueprint dans lequel on mettait un control rig que vous connaissez peut-être, avec la node now, qui nous permettait de lire la date et l'heure. En réalité, la date était transmise sur la position XYZ du blueprint et l'heure dans l'échelle. Du coup, avec ce merveilleux langage qu'est Verse, on peut lire la position et l'échelle du blueprint et donc déterminer quelle heure il est. Mais du coup, si je comprends bien, c'est vous avez dû faire un contrôle rig pour avoir l'heure. Exactement. Alors, note positive quand même par rapport à ça, c'est que UEFN, malgré les contraintes qu'il y a, est un logiciel qui évolue quand même assez rapidement, comme je vous l'ai dit. Comme Mathieu l'a dit plutôt. Et dans le courant du mois d'août, il y a une nouvelle fonction qui est apparue pour savoir l'heure depuis, je n'ai plus le nom de la date, je crois que c'est Époque, c'est ça, qui est en 1970, je crois. Et du coup, on peut savoir le nombre de secondes exactes qui se sont déroulées depuis ce moment-là. Donc quand nous, on a fait le projet, ce n'était pas encore disponible. C'est pour ça qu'on a dû utiliser cette méthode-là un peu bancale. Et donc, en fonction de ce qu'on scannait comme données, on décidait si justement on montrait la compétition aux gens ou pas du tout. C'est fou. Ah oui, c'est vraiment des bons tricks. Effectivement. Du coup, j'arrive à la fin de ma présentation. Si tout le monde le veut bien, je vais montrer donc les cinématiques qu'on a réalisées pour le projet Legends Landing, qui donnait assez bien dans Fortnite. Et voilà, comme ça vous pouvez voir ce qu'on a fait. Juste en attendant que justement la vidéo se charge, Oui. par rapport à qui trouve ce genre de tricks, est-ce qu'il y a un endroit où tout le monde essaie de chercher comment ça se passe en fait dans ces cas-là? C'est sur Discord, c'est sur. Ouais, c'est ça. En gros, ouais. on a certains groupes Discord dans Ouais. lesquels certaines méthodes sont échangées. Ok. Là, pour le coup, je crois que c'est un créateur qui avait posté un tweet en disant qu'il avait trouvé la méthode. Nous, de notre côté, on a un collègue qui s'est dit si un créateur UEFN sait ça, ça vient d'office d'Unreal. Ouais. Et du coup, le lien a été rapidement fait. On a cherché sur Unreal comment faire pour utiliser la node now, etc. Et donc, on s'en est servi là-dedans. Ok. Voilà, tu peux y aller, oui. Est-ce que vous voulez du son? Il y a un peu. Ah, on l'a. Ouais. Je sais pas si ça va marcher ça. Bah, bon. Un petit peu de son. Voilà, donc tout ça, ça a été réalisé dans l'île Legends Landing qu'on a faite. Et il faut savoir que les cinématiques, comme vous l'avez vu, sont assez cool.
si on n'avait pas trouvé la méthode dont je vous ai parlé par rapport aux cinématiques par instigateur, dès qu'un joueur serait dedans, il verrait ça, les autres verraient un écran noir. C'est un peu dommage. Ah ouais. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Y a-t-il des questions? Oui. Quelle est la capacité à Verse en fait un langage, Comme ça sera en... Allô? Ouais, oh, formidable. Oui, donc oui, j'en avais une petite. Quelle est la capacité de Verse à être un langage de programmation un peu en marshmallow, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Parce qu'avec le Blueprint ou le C++, par exemple, il est tout à fait capable de faire des tonnes de fonctions différentes. Mais de ce que j'ai cru comprendre juste à présent, c'est qu'on est quand même limité et qu'on doit toujours trouver des astuces. Et donc, quelle est la limite un petit peu de l'exercice, tout simplement, en fait, du langage de programmation Verse? Voilà. Alors, c'est possible de créer nos propres librairies, nos propres fonctions. Malheureusement, on est toujours un peu limité à ce qui est mis à notre disposition par Fortnite. Comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui évolue assez régulièrement. Donc, c'est pas impossible que quelque chose qu'on ne peut pas faire actuellement aujourd'hui. Je sais pas, par exemple, attacher, comme je l'ai montré, un accessoire à un joueur directement en code sans passer par un appareil, c'est pas impossible que d'ici quelques mois, on voit cette fonction-là apparaître en Verse. Donc, pour résumer, en gros, et répondre à ta question, on est toujours limité à ce qui nous est proposé par Fortnite et leur bibliothèque, mais il y a toujours moyen de créer certaines choses de notre côté en trifouillant un peu. Merci. Aussi, on vient de me chuchoter à l'oreille quelque chose qui peut être intéressant de préciser, c'est que le code Verse est toujours géré côté serveur de Epic. Même quand nous, tout seuls, on crée un projet UEFN, pour le tester, il faut toujours être connecté au serveur Epic. Et donc le code Verse est aussi toujours côté serveur. Ouais. Et du coup, je rebondirais juste sur une réflexion tout à l'heure concernant les mises à jour, Oui. Et le fait que le code soit contrôlé côté Epic. C'est quoi l'obsolescence d'un projet qu'on fabrique sous UEFN? Combien de temps ça dure? Et est-ce qu'on sort notre projet et il peut être killé dans les 2 semaines parce qu'il y a une mise à jour? En gros, en fait, jusqu'où c'est exploitable? C'est compliqué de donner une réponse assez universelle pour ce problème-là. On a déjà eu des maps sorties et dans la semaine, il y a une mise à jour qui sort. Et en fait, le programme, il devient obsolète. Et on ne peut plus l'utiliser en dehors du serveur Epic. Alors, j'irai pas jusqu'à dire obsolète parce que c'est quand même rare qu'il y ait un... Enfin, je vais venir, comme ça je suis sur le stream. C'est quand même rare qu'il y ait une mise à jour qui casse complètement. Et en général, quand il y a une mise à jour qui pose un problème sur un jeu, ça pose un problème sur beaucoup de jeux. Et donc Epic le priorise. Et donc en 2 semaines, c'est réglé. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que plus le projet est complexe et ambitieux, plus il y a de chances que ça casse. Mais de moins en moins, ça arrive, honnêtement. Et surtout que le rythme de mise à jour est de plus en plus large, donc normalement, ouais. C'est quoi à peu près la communauté de modding des modeurs? Vous êtes combien à peu près? Si vous avez une idée à la grosse louche. J'ai dans pas de le chiffres. monde. Ah bah, on va trouver la stat. Parce que déjà en France, il y en a, et je suppose qu'il y en a beaucoup, mais je sais que Robin, qui n'est pas la seule, me parlait de Brésil, où il y avait vraiment une grosse communauté, si je me souviens de mémoire. Mais voilà, du coup, je serais curieux de savoir en fait combien il y a de personnes qui sont dessus. Dans tous les cas, cette stat évolue assez Ouais. régulièrement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à UEFN, qui savent que Fortnite fonctionne et donc veulent se lancer dedans. Ouais. On a pas mal de gens également qui font la transition d'Unreal directement à UEFN. Ouais. Donc c'est assez compliqué de donner une stat exacte. Je sais pas si tu as un chiffre. Bon, et celui-là, ouais, mais après, un chiffre qu'on peut donner, par exemple, nous, on a créé un serveur au moment où Fortnite Créatif a commencé à se développer vraiment partout dans le monde. On a créé un serveur français qui s'appelle La Plateforme, qu'on a un peu géré, etc. Actuellement, le serveur, il a 900 membres.
qui sont là du coup pour apprendre un peu plus, qui posent des questions tous les jours sur le sur le qui sont Discord, vraiment dédiés au modding. qui est dédié justement à l'entraide dans le créatif, dans le modding, que ce soit parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui font encore des jeux sans passer par UEFN, qui font toujours en 1.0 de leur côté sur leur console par exemple, des trucs comme ça, où tu peux toujours faire des jeux qui fonctionnent avec ce truc-là. Et il y en a qui sont passés à UEFN et qui du coup ont plein de questions, comment je fais des matériaux, comment je fais ça, parce qu'ils n'ont pas du tout de background sur le Et alors, une autre question, est-ce que je sais que ça c'est un des problèmes, même d'ailleurs c'était un des problèmes sur le moteur Unreal Engine où c'est quand même une base de FPS. Donc ça c'est même dans ce qui était fourni pour fabriquer son jeu, on sentait que c'était quand même tout était pensé pour le FPS et c'était dur de sortir d'un autre style pour faire un RTS par exemple ou un autre type de jeu. Est-ce que ça justement les limitations actuelles sur Verse pour faire un type qui n'est pas un first person donc un TPS, est-ce que ça il y a déjà des mods qui sont faits ou ça reste encore vraiment compliqué? Ça tombe bien que tu poses la question. Parce que c'est ce que je vais vous montrer un petit peu là juste après. Ah bah nickel. Parfait. Vas-y. Du coup, Epic Games partage des chiffres sur le nombre de créateurs et sur le nombre de revenus. Alors, la stat que j'ai selon moi, devant moi, j'en ai trouvé une vieille, elle vient de 2023 quand l'UFN est sorti. Il y avait environ, à la louche, 4000 créateurs qui se faisaient plus de $100 à l'année. Une stat qu'ils ont sorti récemment à l'Unreal Fest de Seattle, c'est qu'il y a 143 000 jeux qui ont été publiés depuis le début. Ah ouais, d'accord. Voilà. Beaucoup. Si vous devez comparer Verse à un autre langage, vous le comparerez à quoi? Alors, si on demande à ChatGPT, il dira que c'est du Python. Si tu demandes à un développeur, il dira que c'est du C++. En fait, le truc, c'est que Verse a été conçu pour que n'importe qui puisse appréhender la chose. Et du coup, en fait, la syntaxe, concrètement, du langage, tu fais un peu ce que tu veux. Le seul truc que lui, par exemple, je sais qu'on a un développeur, par exemple, il aime bien ouvrir des accolades à chaque fois qu'il fait une fonction. Et il a l'accolade, la fonction, l'accolade en bas de ligne. On peut ne pas mettre les accolades et la fonction fonctionne aussi. On peut les mettre et il te dira rien. Souvent, beaucoup de gens du coup reconnaissent le langage justement la syntaxe un petit peu de ce qui a été fait. Là, on peut faire un peu tout ce qui va te demander Verse concrètement, c'est de ne pas faire de trucs qui peuvent cracher. Donc voilà, c'est qu'il va te dire une erreur, par exemple le if que Mathieu montrait tout à l'heure. Si tu mettais pas les crochets sur le if qui montre que c'est une fonction qui peut échouer, il va te dire non, tu peux pas faire ça. Il faut que tu mettes les crochets parce que la fonction elle peut échouer. Il va pas te laisser faire. Et surtout, je pense qu'une plus grosse des difficultés pour quelqu'un qui a envie d'apprendre le Verse, alors je ne sais pas si quelqu'un a passé son temps sur un langage précis et du coup il n'arrive pas à réfléchir à un autre langage, peut-être que ça peut arriver, mais quelque chose de très compliqué, je pense, pour quelqu'un pour venir, c'est tous les devices qu'il y a dans Fortnite. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce qu'on appelle les creative devices qu'on crée avec Verse, mais en fait, Fortnite a de base une grande galerie de devices. Et c'est à peu près presque les seules choses qui nous permettent d'interagir avec le jeu. Donc tout à l'heure, Waka a parlé du coup du Seconds Device, mais ça, faut le savoir en fait qu'il y a un Seconds Device qui existe et que c'est possible. Et comment interagir avec. Je pense que c'est la complexité la plus complexe, mesdames et messieurs. Voilà. Alors tout est documenté sur le portal community de Epic, et aussi quand on crée un fichier Verse, on a des dossiers digest avec toutes les fonctions. Il y a tout, littéralement tout, la liste des devices et la liste de tout ce qu'on peut faire avec les devices, tout commenté, donc tout est directement. Voilà. Merci. Voilà. Bon. Rapide présentation comme mes collègues. Moi je m'appelle Scott, je ne l'ai pas noté, mais voilà, mon nom commun sur la communauté c'est Cross McPenna. Je suis cofondateur et team leader chez Vicena, donc c'est-à-dire que je vais moins aller dans les projets, donc j'ai une connaissance un peu globale de la chose, mais mon but à moi ça va être de driver un peu toute une équipe pour créer un projet ensemble. On bosse pour beaucoup de marques par exemple qui vont nous demander de faire des cartes en leur nom avec leur logo en gros partout. Ça fait 6 ans que je fais du Fortnite créatif, donc depuis 2018. Ça fait du coup, on me l'a fait remarquer, je n'ai pas fait gaffe, mais ça fait bien 2 ans que je suis sur UFM parce que j'avais aussi accès à l'alpha du chose. J'ai participé à 14 expériences sous Vicena, j'ai
plus de 80 maps que j'ai fait pour moi-même tout seul depuis Fortnite Créatif. Et j'ai participé à énormément d'autres maps de collègues créateurs, et ça je ne les ai pas comptés parce que c'est chiant d'aller chercher. Voilà. Et donc aujourd'hui je vais vous parler pour tous les créateurs qui aimeraient bien, tous les gens qui viennent d'Unreal ou d'autres à côté, et qui aimeraient bien faire le pas sur Fortnite et qui se disent « Ouais mais j'ai pas envie de faire un mode de Fortnite, j'ai pas envie de faire juste un gun game avec les persos de Fortnite sur la map de Fortnite. » Du coup moi je vais vous montrer que c'est possible quand même de faire quelque chose qui ne ressemble pas à du Fortnite, d'avoir sa propre identité sur le jeu, en utilisant les outils que UEFN nous fournit. Tout simplement. Hop. Alors, qu'est-ce que j'appelle avoir sa propre identité? C'est que j'ai séparé pour moi une map, ou en tout cas ce à quoi les joueurs vont être exposés. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en background que les joueurs ne voient pas et qui font qu'il faut pour faire un jeu, une map. Pour moi, il y a l'environnement, il y a le gameplay et il y a l'interface du jeu. Dans le tas, vous pouvez peut-être essayer de caser les VFX et les SFX, mais pour moi, c'est qu'il y en a un peu dans les trois. C'est un peu dispersé, donc c'est un peu spécial, et moi, je vais vous parler seulement de ces trois-là. Donc, si vous avez tout ça, vous êtes quelqu'un de super cool, et vous avez un jeu extraordinaire. Voilà. Donc, pour se détacher de Fortnite et voir un petit peu, on va passer rapidement sur déjà qu'est-ce que c'est Fortnite. Donc Fortnite, c'est un gameplay. Le gameplay, c'est du Battle Royale. C'est un jeu de type combat, donc on va se tirer dessus avec des armes. Et généralement, le but du jeu, ça va être d'éliminer les autres joueurs, soit pour être le dernier en vie dans le Battle Royale, soit avec un objectif d'élimination. La première équipe qui fait 25 éliminations, quelque chose comme ça. Voilà, donc si votre jeu il tourne sur ce gameplay-là, c'est ce que moi je vais appeler un mode de Fortnite, c'est-à-dire que vous avez fait un mode Fortnite. Vous avez pris les personnages de Fortnite, tout ce qui se passe sur Fortnite, et vous avez fait un jeu de combat avec, c'est un mode de Fortnite. C'est comme ça que je vais appeler ça. Au niveau de l'environnement, donc ça c'est l'environnement Fortnite, c'est ce que vous verrez quand vous ouvrez le BR, c'est ce que vous verrez si vous ouvrez un projet template ou un préfab sur le jeu. C'est un environnement un petit peu stylisé, un peu cartoon selon les endroits, pour que ça se rapproche de plus en plus du réalisme au niveau du BR. Ça va être un terrain assez reconnaissable. Souvent, vous me montrez cette image, les gens vous diront c'est Fortnite, je reconnais. Pourtant, ça, c'est pas le BR, hein, c'est une map créée par quelqu'un. Et donc, voilà, le terrain, on y a accès sur UEFN. Et demain, vous lancez UEFN, vous créez un terrain, vous aurez ça. Et vous prenez le pinceau, vous lancez, c'est celui-là. Il est là, il est déjà là. Au niveau de l'interface, du coup, Fortnite, c'est un TPS, on vient d'en parler justement, voire un FPS si on compte le scope des snipers. Au niveau de l'interface, on est beaucoup sur du Burbank, sur du Roboto au niveau de la police. On va être en TPS, on va avoir des boîtes de dialogue assez carrées, du bleu, du jaune. En bas à gauche, on va avoir les points de vie des joueurs qui sont comme ça, l'inventaire du joueur qui est ici, et surtout, tout le temps, tout est au même endroit. Voilà, ça, c'est l'UI de Fortnite. C'est-à-dire que vous allez avoir votre minimap, vos ressources, l'inventaire, le shield, les HP, les commandes à gauche. Si vous touchez tout pas à ça, ça sera votre map, on verra tout de suite que c'est du Fortnite. Vous pouvez faire n'importe quelle map. Si le gars, quand il lance le jeu, il a toutes ces infos-là au niveau de son écran, il va capter que c'est Fortnite. C'est un peu le but de la manœuvre. Donc, un contre-exemple de quelque chose, si vous voulez rester sur du Fortnite, ça c'est une carte qu'on a fait récemment au cours d'une game jam. Donc ça a été fait au cours de 4 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a ouvert l'éditeur, on a créé ou récupéré des assets de Fortnite, on a créé des assets qui sont similaires à Fortnite, parce que notre but c'était de faire un mode Fortnite. On voulait que les joueurs se ressentent comme dans Fortnite, on voulait que les joueurs voient soit du Fortnite et se sentent comme dans Fortnite. Je ne sais pas si je peux mettre play. C'est le bouton du haut? Pas sûr, faut peut-être faire avec la souris. Ouais. Je crois que la télécommande va. Donc d'un point de vue gameplay, vous regardez, voilà, ici on a le joueur qui est en troisième personne, on a son inventaire, la mini-carte, il tire. La seule chose qu'on a fait du coup pour sortir un petit peu, c'est l'UI du coup qu'on voit en haut, qui n'est pas dans les autres modes Fortnite, qu'on a fait nous-mêmes, parce qu'ici c'est un mode de jeu de type payload, et du coup on a l'avancée du payload en haut. Voilà, donc ça c'est un mode de, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, voilà, c'est un mode Fortnite, c'est-à-dire qu'on a pris Fortnite, on a changé un peu le mode de jeu, c'est un mode Fortnite. Est-ce que je peux... Ah, faut mettre pause. Cliquez sur la fenêtre. Et après, faut revenir sur la fenêtre. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Au niveau du gameplay, donc comment on va faire pour se différencier un peu de Fortnite, de faire un truc différent, de faire en sorte que les joueurs quand ils rentrent sur la carte, ils se disent pas je joue à Fortnite. Non, ils vont se dire
tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ou s'il y a un ami qui les regarde jouer, qui dit, tiens, tu joues à quoi? Donc on va pouvoir changer le gameplay par exemple. Donc au niveau du gameplay, je ne vais pas trop m'étaler dessus, je vous laisserai aller en Discovery et regarder un petit peu ce qui vous plaît. Mais voilà, on a du Propen qui est très populaire, on a les fashion shows où les gens se changent leurs skins et leurs apparences pour choisir. On a les tycoons qui fonctionnent très très bien en ce moment, la map Only Up qui a très très bien fonctionné, des remakes, de la survie. On a tout plein de choses, vous faites... Voilà, il y a énormément de trucs. Voilà. Et... donc c'est à vous de voir, je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là. Par contre, niveau environnement, là je ne vais rien vous apprendre, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a hérité de Unreal Engine en fait. Parce que UFN c'est un peu une version, c'est l'enfant d'Unreal Engine, d'un sens, donc on va avoir la possibilité de créer nos propres meshs, on va avoir la possibilité d'y mettre nos propres matériaux, on va avoir la possibilité de faire donc nos propres modélisations, nos propres landscapes. On peut même importer beaucoup de choses. On a la capacité d'importer des assets que vous avez récupérés sur Internet ou que vous avez fait vous-même sur d'autres logiciels. Le post-process, on les a aussi. Donc si vous voulez vraiment changer l'aspect visuel de votre map dans l'aspect 3D de la map, ça c'est faisable. Il y a un truc qui fonctionne très très bien et que beaucoup de gens ont beaucoup fait dès la sortie du FN parce que c'est un truc facile à choper, ça va être le low poly. Et il veut pas. Mais ça va être... bon, attends, j'avais demandé et j'avais été autorisé. Je crois que tu peux lancer peut-être. Non, je sais pas. Ça va être les assets de type low poly parce que c'est facile à trouver ou c'est facile à faire pour des débutants de la modélisation. Ils peuvent faire des trucs assez rapidement. Il y a énormément de packs qui existent sur Internet qu'on peut facilement télécharger, acheter et réutiliser tout de suite derrière. Tu crois que tu arrives? C'est là, ouais. Et il veut pas non plus. Putain, bah ouais, j'ai accepté tout à l'heure pourtant. Bon, tant pis. Bon, bah vous verrez pas, mais voilà, je voulais vous présenter la map qu'on a fait récemment en collaboration avec Squeezie, qui nous est venu nous voir pour faire une map tous ensemble. Donc on a fait une map un peu sous l'aspect low poly, peut-être avoir un petit peu vite fait là, mais bon. Voilà, donc voilà, ça c'est, vous voyez un petit peu l'aspect du coup low poly de la chose, c'est facile à importer, c'est facile à récupérer, ça rend bien tout de suite. Il n'y a pas besoin de gérer de trafiquer les matériaux pour que enfin pas beaucoup en tout cas pour que ça rentre bien. Et du coup, voilà, on était plutôt content du résultat. Ça fonctionne bien. Après, d'un point de vue UI, on est toujours sur du Fortnite. Hop. Vas-y, attends, remets l'autre page du coup. Non mais enlève celle-là. Yes. Reclique à côté. Yes. Voilà, donc par contre, si on veut changer complètement de choses, imaginons je ne veux pas faire un TPS, je ne veux pas faire autre chose, imaginons je veux faire un jeu un peu comme celui-là, si vous le reconnaissez, pour les plus connaisseurs, des idées, qui quoi? Vous savez pas? Non, c'est Fortnite. Du coup, ça c'est un mode de jeu qu'on a fait, on l'a pas encore publié, on commence à bosser, enfin on a commencé un peu à bosser dessus, et du coup c'est de la 2D un petit peu, donc comme vous voyez là, ça c'est le point de vue que le joueur va avoir. Et voilà, le but ça va être de simuler un aspect un peu 2D top-down. Pour ça on a des appareils, c'est Fortnite, ils sont sympas, ils nous ont fourni des appareils qui permettent de voir de vue de haut en fait, ou vue de côté, on peut changer un peu l'aspect de la caméra et comment les contrôles font avec ça. Donc ça répond à la question que tu posais tout à l'heure. Et du coup là par exemple, j'ai fait un espèce de fausse 2D. C'est-à-dire que c'est pas vraiment sur du 2D, c'est pas vraiment comme sur les éditeurs, on va avoir vraiment un terrain plat. Là, le terrain, en réalité, il est en 3D. Il est comme ça. Et en réalité, l'astuce que j'utilise pour faire un aspect 2D tout en ayant un gameplay dessus, comme moi je suis un peu une feignasse, et que je ne veux pas m'emmerder à calculer les tirs, à calculer est-ce qu'il a touché un joueur, est-ce qu'il a touché un sprite ou quoi que ce soit. En fait, les joueurs vont se balader dans les backrooms qui est en dessous, juste ici. Les sprites ici, au fond, c'est juste du visuel. Et les joueurs, en fait, ils vont se taper en collision contre ces blocs-là qui, eux, ont une collision. Donc, l'herbe ici, la collision en dessous, elle n'y a pas. Et concrètement, les joueurs, en fait, ils sont sous la map, donc sous l'herbe que vous voyez ici. Et ils se tapent pour de vrai, avec des vraies armes que je leur donne qui viennent de Fortnite, sous la map. Et en même temps, du coup, c'est dommage que la vidéo ne marche pas. Mais en même temps, du coup, attends, peut-être que je peux voir juste l'aperçu, comme tu avais montré. Hein ? On est au moins juste l'aperçu, voilà.
Donc là, par exemple, ici, c'est pas grave. Tu peux cliquer sur... Non, si tu cliques sur le lien, peut-être ça? Non, il veut pas, pourtant je l'ai autorisé. Bref, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, on a un petit personnage ici, qui au fond, on utilise exactement j'utilise exactement la même technique dont Julien parlait tout à l'heure, pour mettre un chapeau au joueur. Donc c'est un VFX, qui a un mesh comme mesh, c'est juste un plan au-dessus de sa tête. Donc il a un petit chapeau au-dessus de sa tête. Et sur le chapeau, il y a un flipbook d'un petit personnage qui bouge et qui tire. Voilà, et je change le VFX en fonction de si je veux le voir courir ou si je veux le voir marcher. C'est que du bricolage. Mais l'illusion est là. Demain, vous ouvrez un jeu, c'est ça. Vous vous dites pas, tiens, il joue à Fortnite. Pourtant, là, c'est Jonesy qu'on a redessiné. On le reconnaît très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut faire pour changer complètement l'environnement et le gameplay d'un jeu. Et on sort de Fortnite. La vidéo de gameplay, du coup, fonctionnera pas. Mais... Ah, c'est peut-être. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça se joue. Donc, j'utilise rien de spécial. Tout ce que je fais, c'est récupérer la rotation du joueur pour pouvoir changer le sprite en fonction. Parce qu'il y a un sprite qui regarde vers la gauche et un sprite qui regarde vers la droite. Et du coup, les sprites 3D, 2D ici, en fait, ils ne sont pas vraiment 2D, ils sont un peu inclinés vers l'avant, de sorte à ce que mon personnage puisse être derrière et devant. Et mon personnage, il est aussi un petit peu incliné vers l'avant avec la même inclinaison. Voilà, donc ça, c'est comme ça que ça se joue. Et vous voyez, on a toujours le même UI de Fortnite. Donc quelqu'un qui a l'œil, il pourrait regarder la vidéo et dire « C'est quoi ce mode de jeu de Fortnite auquel tu es en train de jouer ?» Je le reconnais, je reconnais l'UI. Parce qu'on n'a pas encore vraiment fini de développer le jeu. Parce que si on voulait, on pourrait faire du coup un UI un peu différent. Et du coup, c'est là où j'en viens sur la suite. C'est comment est-ce qu'on fait pour changer l'UI du coup de Fortnite et faire un truc complètement différent. Hop. Voilà. Donc Fortnite, ils sont super sympas, ils nous ont donné plein d'appareils préfaits en fait. Donc ce qu'on appelle depuis tout à l'heure les appareils, les devices, en fait c'est un peu comme si eux ils avaient codé leur propre code verse, ils avaient fait des appareils, ils leur ont donné un joli petit skin super mignon, et ils nous l'ont donné en disant voilà, bah, cet appareil c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu lui envoies cette information là, il te sort cette information là, voici toutes les options que tu peux avoir avec. Et du coup ces appareils là en particulier, donc on a tout plein d'appareils qui servent à tout plein de choses, faire spawn le joueur, éliminer le joueur, lui infliger des dégâts, tout plein de choses et tout. Donc ça après c'est à vous, votre mode de jeu, vous verrez ce que vous voulez faire. Moi je vais m'intéresser à ces 4 là en particulier parce que c'est les 4 qui vont permettre de modifier l'UI du joueur et d'afficher les informations qui sont intéressantes et qui vont pouvoir changer le truc. Et donc ce qui est vachement pratique avec les appareils, c'est qu'on n'a pas besoin de les coder. On n'a pas besoin de rentrer dans Verse, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. N'importe qui a jamais écrit de code de sa vie peut rentrer sur Fortnite, poser cet appareil là, lui dire bah ok, bah cet appareil là par exemple s'appelle le tracker, c'est ce qui permet de faire des quêtes dans Fortnite, dans les maps. Donc on va lui dire ok, bah ce truc là tu vas t'appeler quête ramasser des étoiles, et à chaque fois qu'un joueur ramasse une étoile, tu augmentes l'événement. Et du coup le joueur il va avoir tout de suite, donc sous l'UI Fortnite de base, un petit tracker qui lui indique bah voilà, tu es en train de ramasser les étoiles, tu en es à 1 sur 900. Voilà, donc c'est ça que ça fonctionne. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'afficher des messages à l'écran du joueur. Donc de base, c'est juste des messages écrits avec la police Fortnite, mais on pourra les modifier plus tard. Ça, ce qui va permettre d'avoir des messages avec des boutons à interaction, donc des réponses par rapport au joueur. Donc il va cliquer, on pourra récupérer l'événement de quel bouton est-ce qu'il a cliqué. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de modifier complètement le layout de l'UI du joueur, voire même tout ce qui est niveau point de vie et tout ça. Donc on va le voir juste en dessous. Donc ici, j'ai remis mes trucs. Et là, on va utiliser du coup les blueprints qu'il y a sur UEFN, que vous connaissez bien. Et par exemple, ici, je me suis fait une petite UI pour changer les points de vie du joueur. Donc on va avoir beaucoup d'infos qu'on va pouvoir lier dans les bindings. Donc on a la barre de points de vie, la barre de shield, les quantités, le nom, l'avatar du joueur. Et du coup, je vais pouvoir changer complètement ça et avoir une interface niveau point de vie qui est complètement différente de celle de Fortnite pour complètement duper vos joueurs. Ça aussi, c'est le tracker dont on vient de parler. Pareil, je lui ai fait un blueprint, je lui ai fait un widget, j'ai changé le fond, je lui ai dit, bah ok, bah ça maintenant, ce chiffre-là que j'ai écrit, c'est la progression du joueur. C'est comme ça que tu l'affiches. Et bah du coup, le joueur maintenant, quand il va lancer son jeu, qu'il va ouvrir son tracker, il n'aura pas tout l'UI Fortnite, il va avoir cette image-là, et à chaque fois qu'il va ramasser une étoile, c'est ce chiffre-là qui va se changer en 1, 2 ou 3. Voilà, sachant que là, j'ai juste mis la valeur, mais je pourrais aussi faire un matériel comme j'ai fait pour les points de vie ici, qui va augmenter en fonction du pourcentage de complétion de la quête, etc. Donc, tout ça, c'est vachement pratique. Et j'ai encore rien écrit en verse. On a la possibilité, néanmoins, voilà, pour les personnes qui préfèrent coder leur propre truc, ça va plus loin, il y a beaucoup plus de possibilités, de coder tout de même en verse.
Et ça nous permet, du coup il y a... Yes, avec la vidéo, ouais. Ça nous permet de faire des trucs vachement plus poussés, comme ce qu'on a fait ici sur cette carte-là. Donc là, si vous reconnaissez, on est sur un jeu un peu plus reconnaissable. Mais je vous rassure tout de suite, toutes les textures ont été faites main, donc on a les droits d'utilisation. C'est refait, donc le but c'est de ressembler à Minecraft évidemment. Mais voilà, et du coup là on se retrouve avec... Est-ce que je peux... Yes. Là du coup, le but c'est de ressembler à Minecraft. On a refait le jeu Bull Battle que vous pourrez trouver sur les serveurs Minecraft connus. Et du coup, on a un inventaire pour le joueur qui est complètement custom. Donc il n'a pas vraiment ses items dans le jeu d'un point de vue Fortnite. Fortnite ne lui a pas donné l'item pierre et l'item bois. Mais c'est des textures que nous, on a affichées à l'écran et qu'on va switcher en fonction des inputs du joueur. Parce que ça, on peut les récupérer. C'est un appareil aussi que Fortnite nous laisse. De récupérer, est-ce que le gars il scrolle vers le bas, est-ce qu'il scrolle vers le haut, est-ce qu'il va tirer, est-ce qu'il va viser. On a une petite poignée d'inputs qu'on peut récupérer. Et du coup, avec ces inputs, je vais pouvoir afficher un UI différent. Et du coup, avec les mêmes inputs, je peux faire un... Là, quand mon personnage fait un clic droit par terre, et ben, ça va poser le bloc que je suis en train de tenir. Et donc tout ça, le plaçage du bloc et tout l'UI qui est affiché ici, pareil pour le timer qui est en haut, tout ça, c'est de l'UI qui a été fait via Verse. Il n'y a aucun widget, il n'y a aucun truc, c'est vraiment purement du Verse. Et ben, après, des assets qu'on a créés nous-mêmes, des textures, etc. Voilà. Et du coup, avec cette carte-là, on arrive vers l'exemple parfait... J'ai perdu la souris. Ouais. L'exemple parfait de ce que... Bah, je laisse ça tourner, de ce que j'avais envie de dire de ma présentation, c'est que là, on a complètement disparu de l'aspect Fortnite, si ce n'est le skin, parce que c'était une volonté de notre part que les joueurs puissent quand même voir les skins qu'ils ont achetés. Mais j'aurais pu mettre, par exemple, le jeu en première personne, le joueur verrait passer son skin, ou quelque chose comme ça. Mais là, on s'éloigne complètement, on n'est plus du tout sur du Fortnite. Quelqu'un qui vous voit jouer à ça, il va pas passer vers vous en disant « Ah tiens, tu joues à Fortnite ?» Non, il va te dire « C'est quoi ce mode Minecraft que tu es en train de jouer ?» Et du coup, là, on arrive voilà, précisément sur ce qui est possible de faire maintenant, enfin, sur UEFN pour voilà, faire ses propres jeux. On n'est pas limité à faire des modes Fortnite, on n'est pas limité à faire du combat, on peut faire beaucoup de choses et on peut vraiment customiser ça un maximum et avoir un truc qui est complètement différent et qui n'a rien à voir avec Fortnite de base. Et peut-être toucher sa propre player base. Voilà. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez que j'aille plus en détail sur comment fonctionne peut-être d'autres choses, n'hésitez pas, je peux répondre à vos questions. Bonjour. Je voulais savoir, c'était quoi les limitations qu'on avait par rapport à Unreal Engine. Donc, si par exemple on veut passer de Unreal à UFN, est-ce qu'on sera obligé de faire du Verse ou on peut rester en Blueprint ou C++? Est-ce qu'il y a des blocages si on veut passer sur UFN? Alors, tu pourras pas coder en C++ dessus, en tout cas pas pour le moment, c'est pas du tout prévu pour, donc il faudra passer sur Verse. Après, comme j'ai dit, normalement de C++ à Verse, tu ne devrais pas avoir trop de mal en soi. C'est juste qu'il y a certaines fonctions peut-être qui vont dire ça que je connais pas, mais sinon tu devrais y arriver. Et après, comme je dis depuis tout à l'heure, par exemple le jeu en 2D là, il y a pas de, on peut le faire sans Verse au fond. On peut le récupérer juste avec des inputs dont j'ai parlé. Donc c'est des appareils qui sont préfaits par Fortnite, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ça, en fait, ils ont ce qu'on appelle, sur Fortnite, on a ce qu'on appelle le direct binding. C'est comment on peut lier un appareil à un autre sans passer par du code, justement. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, pour rappeler les appareils qu'on a parlé, l'input device. Donc l'input device, c'est un appareil qui va capter quand le joueur appuie sur le bouton de tir, par exemple. On va lui dire, quand le joueur il appuie sur tir, tu lui affiches ce message avec l'appareil de message qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, ça, il n'y a pas de code qui est pris en compte, il n'y a pas besoin de créer de Verse, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, c'est juste sur l'appareil, tu as une option pour dire lis-moi l'événement, cliquer sur le bouton, à l'action, afficher le message. Et du coup, tout ça, il n'y a aucun Verse qui est mis en place. Et Blueprint, on a accès au Blueprint? Oui, alors, c'est compliqué. C'est pas vraiment les mêmes blueprints que vous avez sur Unreal. C'est-à-dire que c'est en train d'arriver un peu, ils sont en train de faire un truc un peu à leur sauce sur Verse, ils vont appeler ça le scene graph. Je ne sais pas si c'est entendu parler en dehors de Fortnite, mais on va avoir un peu notre propre version du blueprint qui permet de faire beaucoup de choses. On peut faire des blueprints actuellement, c'est ce qui nous permet de faire des props. Par exemple, les cubes, là, techniquement, c'est des blueprints. Parce qu'il n'y a que ça qu'on peut manipuler en Verse, on ne peut pas manipuler des mèches.
Voilà. Maintenant, moi je viens pas d'Unreal à la base, je connais pas trop tout ce que vous appelez précisément les choses, donc moi je connais ce qu'on appelle sur Fortnite. Voilà, un blueprint pour nous c'est juste, c'est un objet qu'on va pouvoir placer dans le monde avec toutes les choses qu'on a mis dedans, si c'est de la même façon dont vous appelez ça. Mais voilà, ça va me permettre de, voilà, par exemple, je peux mettre un cube, je peux mettre un VFX dedans, je peux mettre d'autres cubes ensemble, et quand je pose le blueprint, en fait, c'est tout ensemble. Et je peux déplacer tout ensemble. C'est un peu. Il n'y a aucune logique dedans. On ne pourra pas faire. Je sais que sur Unreal, j'avais vu des trucs du genre avoir un toit en toile, par exemple, et qui soit rebondissant et qui capte quand il y a un joueur qui arrive dessus. Ça, on l'a pas encore. Ah, on n'a pas le système Chaos Non. Voilà, on peut pas avoir Alors, la physique, ils ont dit que ça arriverait. On va avoir une physique. Ils ont dit que ça arriverait. Ils n'ont pas trop donné de date pour le moment. Donc, bientôt, on pourra avoir des trucs qui réagissent en fonction sur la physique. Okay. Oui, pour revenir à l'interface et à l'UI, y a-t-il des choses qu'on ne peut pas modifier malgré dans l'interface de Fortnite? Parce que par exemple, là en l'occurrence sur la vidéo démo, on voit le menu pause, c'est le menu pause de Fortnite. Est-ce que ça aussi c'est possible de modifier? En fait, on peut tout modifier ou il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas modifier, que ça sera toujours propre à l'interface de Fortnite? Alors, il y aura... Oui, c'est bien vu. C'est une question que j'avais même pas pensé parce qu'en fait, nous, ça fait tellement longtemps qu'on bosse sur Fortnite qu'on se rend pas compte en fait effectivement que le menu pause, c'est le menu pause de Fortnite. Mais tu as raison, ça, on pourra pas le modifier. Tout ce qui est menu interne à Fortnite, donc dans tous les cas, si vous faites des jeux sur Unreal Engine, en tout cas à l'heure actuelle, ça restera dans le menu Discovery. Donc le joueur sera dans le menu de Fortnite avec le pass de combat Fortnite, avec la boutique de Fortnite, etc. Et là, il faudra qu'il lance votre map. Et depuis la map, s'il veut quitter la map, là, comme tu vois à la fin de la vidéo, je mets le menu pause, je vois tous mes amis, je peux quitter la map d'ici. Voilà. J'ai pas encore de contrôle sur ça. Il y a aussi 2-3 éléments du UI qu'on va pas pouvoir modifier. Tout ce qu'on peut faire, c'est utiliser. Je sais pas si je peux remonter. Non, tant pis. Tout ce que je peux faire, c'est modifier avec l'appareil qui me permet de modifier les points de vie, comme j'ai montré. Avec cet appareil-là. On peut modifier les encres de où sont chaque chose. Donc si je veux prendre l'inventaire et le mettre au milieu de l'écran, je peux le faire grâce à ce truc-là. Voilà. Mais par exemple, pour le coup, on peut modifier les points de vie comme ça, mais on ne peut pas modifier le layout de l'inventaire encore. Donc on peut changer la quantité de place d'inventaire qu'on a, mais il y a plein de trucs qu'on ne peut pas modifier sur l'inventaire. La mini-carte, on a cet appareil-là aussi que je n'ai pas trop présenté, mais ça nous permet de modifier ce que affiche la mini-carte. Donc si par exemple je veux une vision un peu plus comme CSGO par exemple de la mini-carte en noir et gris, plutôt qu'une vision comme si c'était un screenshot, je peux avoir la version noir et gris sous la carte, et avoir cet appareil-là, je le mets sous la carte et je lui dis affiche ça, et du coup ça affichera la version noir et gris. Ça reste encore du traficotage, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a la mini-carte, l'inventaire, c'est pas trop modifiable pour le moment, à part le remplacement, mais voilà, tout le reste, ça l'est. Et il y a des éléments qu'on peut faire sauter totalement de l'interface? Oui, tout. Okay. Techniquement, sur la Build Battle que j'ai montré juste avant, là, techniquement, on a pris justement l'appareil de HUD et on lui a dit n'affiche rien. Okay. Parce qu'en fait, tout ce qui est affiché à l'écran, c'est des codes vers que nous, on a créé. Le timer en haut, on l'a créé nous-mêmes. L'inventaire, c'est des trucs qu'on crée nous-mêmes. Donc techniquement, là, il n'y a aucun truc. J'ai pas mon inventaire de Fortnite, j'ai pas mes points de vie de Fortnite parce qu'on n'en a pas besoin, c'est pas un jeu de combat. Donc oui, je peux lui dire n'affiche rien. Et je peux lui dire aussi précisément, les points de vie ne les affichent pas, la quantité de points de vie ne les affiche pas, le petit chiffre qui est à côté. J'ai plein de trucs que je peux afficher ou pas afficher selon avec cet appareil-là. Okay. Et dernière question, je suis désolé de monopoliser le micro, mais tout à l'heure tu parlais qu'il était possible de modifier le skin. Est-ce qu'on peut mettre un skin par défaut qui n'est pas le skin de Fortnite? Non, ça aussi c'est une limitation de Fortnite, c'est qu'on ne peut pas changer le skin des joueurs. Alors il y aura des maps qui un peu shady, on va dire, qui ont trouvé des moyens un peu de gruger le truc et de faire ça, mais bon, c'est pas trop. Généralement ils se font ban ou des trucs comme ça dès qu'ils se font trouver. Mais ouais, non, on n'a pas la possibilité de changer le skin. Tout ce qu'on va avoir possibilité, c'est comme on l'a montré tout à l'heure avec la présentation de Julien, c'est que on rajoute des trucs par-dessus. Par exemple, là, moi sur mon bonhomme, j'ai rajouté un casque comme Minecraft, mais voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. Je suis un peu néophyte, moi, dans le domaine. J'ai 2 questions. Vous avez parlé de clients qui vous commandaient des choses. Ouais. En fait, moi, ce que je ne comprends pas bien derrière tout ça, c'est l'économie. Quelle est l'économie derrière? Qu'est-ce que vous vendez? Quelle est la valeur que vous arrivez à transformer en argent, quoi, directement?
Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. Je vais la reposer plus simplement en 2 questions. Que viennent chercher les clients quand ils s'adressent à vous? Et derrière, est-ce que si vous créez des modes, quelle est l'économie qu'il y a derrière, quoi? Alors, là, sans rentrer dans trop de détails, parce que ça, je laisserai plutôt à notre salesman qui pourrait mieux expliquer ça. Mais en gros, il faut voir ça plus comme une publicité, en fait. Par exemple, récemment, on a travaillé pour Yop. On leur a fait du coup une carte selon leurs envies, leurs trucs. Et là, ils sont à la Paris Games Week, par exemple, ils ont leur stand Yop où ils font jouer la map. Mais surtout, ils vont s'en servir comme une publicité, en fait, comme si tu payais une pub au Super Bowl. Tu dis, je veux ma pub sur l'écran. Bah, là, c'est un peu pareil. Tu vas me dire, ok, je veux une carte, elle est à mon nom, il y a mes gros logos partout, et la map, elle a un petit peu un storytelling qui va parler de ma marque, quoi. Donc, on a fait ça pour Yop, on a fait des maps pour Samsung récemment aussi, qui ont sorti pour leur sortie de leur nouveau téléphone. Donc, il va vanter un peu les produits du nouveau téléphone. Généralement, on va essayer de trouver un gameplay qui s'adapte à ça. Par exemple, sur les maps Samsung, ça va être des maps de jeux un petit peu diverses. Et en plein milieu du jeu, on peut interagir avec le Samsung qui va nous donner des informations avec l'IA Samsung pour nous dire comment réussir dans la map. Donc, on trouve un petit peu, on est en discussion avec les maps et avec les marques directement pour voir comment faire, comment mettre en avant le produit, comment faire les choses, qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. Ils ont souvent des cahiers des charges. Et après, du coup, selon la complexité du projet, on va facturer du coup selon ça. Ouais, donc ils viennent chercher une communauté essentiellement. C'est ça, oui. Généralement, alors ce qui se passe, c'est que les marques elles vont contacter Fortnite. Ouais. Et Fortnite, en fait, ils ont une liste de tous les studios, donc, comme le nôtre, qui font ce genre de service. Et du coup, voilà la liste, on vous laisse regarder. Et après, bon, il y a des recommandations, des trucs, ils voient avec ce qu'ils ont comme information. Et ils nous contactent, voilà, nous on a ce projet-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et après, voilà. Merci. Pas de souci. Bonjour. Alors j'ai 2 questions à vous poser. À quel point on a accès aux data du personnage? J'ai vu qu'on avait accès à sa tête, ses épaules, ses articulations, mais à quel point c'est poussé sur ça? À quel point on peut accrocher les VFX? Oui, à quel point c'est modifiable le personnage dans ton mode de jeu? Alors, pas beaucoup, c'est ça le truc. En fait, le personnage, c'est comme je répondais tout à l'heure, le personnage, il bougera pas, il aura son skin. On peut pas retirer le skin du joueur, on peut pas changer le skin du joueur. Tout ce qu'on peut, c'est attacher les éléments dans la liste que Julien avait partagé tout à l'heure. Donc la tête, le corps, le bassin, le bas, etc. Et à part ça, non, on ne peut pas toucher aux joueurs de Fortnite. D'accord. Et du coup, ma seconde question, c'est beaucoup plus par rapport à la communauté. C'est quoi les types de jeux qui marchent le mieux? C'est quoi? Alors, si tu regardes aujourd'hui, on a des sites qui référencent les modes de jeu qui sont les plus joués. Les modes de jeu qui vont être le plus joués, ça va être des modes de jeu type combat, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs ou des joueurs qui sont très tryhard, justement, qui tryhard vraiment le jeu. Ils vont venir s'entraîner sur ces maps-là. Donc des maps, souvent c'est des maps très simples qui n'ont pas beaucoup, qui sont pas très dans un environnement, qui n'ont pas un environnement très très détaillé, parce que les joueurs vont chercher des performances et des FPS et le moins de lag possible. Et du coup, ils vont aller sur des maps qui sont très très simples, où le gameplay il est brut, on va leur donner toutes les armes qu'ils veulent, et ils disent tapez-vous dessus, et les gens ils sont 25 contre 25 à se taper dessus dans une grande arène. D'accord. Voilà. Donc ça c'est un des jeux qui sont très populaires. Après il y a les modes de jeu, ça tourne un petit peu souvent les maps de ce type de mode de jeu. On a les Murder qui tournent pas mal, du même jeu que Garry's Mod, même style de jeu. Qu'est-ce qu'on a aussi la Fashion Show que j'ai montré tout à l'heure tourne plutôt pas mal. Après, il y a des modes de jeu. Souvent, tu vas avoir ton mode de jeu qui ont sa communauté et qui tournent longtemps. J'ai des cartes personnelles à moi qui tournent depuis 2 ans avec les mêmes joueurs qui en fait aiment beaucoup la map et du coup ils jouent un petit peu régulièrement. Et du coup, j'arrive à avoir une petite communauté sur mes maps à moi qui sont. C'est pas la map la plus jouée, mais ça me permet de générer des revenus assez intéressants. Ok, merci beaucoup. Bonjour, merci de la présentation. C'était une question par rapport au fait que Verse, la plupart des techniques que vous avez montrées, c'était des espèces de petites arnaques entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu des moments où Epic a essayé de restreindre certaines mécaniques ou certaines techniques que les gens utilisaient dans les maps? Ou est-ce que c'est à chaque fois qu'on rajoutait une mise à jour, c'était plutôt focus sur rajouter des possibilités?
Alors, au lancement du UEFN, comme j'ai l'impression que quand ils ont créé UEFN, ils ont pris Unreal Engine et ils ont enlevé des morceaux, il y a des morceaux qui sont un petit peu restés, qui n'étaient pas censés rester. Donc au lancement du UEFN, on a eu plein de petites techniques qui ont été trouvées pour faire des choses qui ne sont pas censées être autorisées. Et du coup, UEFN a coupé ça en disant « Ah non, ça c'est pas encore prêt, le faites pas ». J'ai plus l'exemple en tête, mais il y a 2-3 trucs qui sont sortis. Je sais plus si tu te rappelles exactement de ces trucs-là qui sont sortis. Mais sinon, non, là, à partir de maintenant, on est plus dans l'évolution. Donc le but, c'est de se rapprocher d'Unreal Engine, d'avoir le plus de fonctionnalités possibles et d'évoluer un petit peu. Donc actuellement, on a pas mal de restrictions, mais plus on avance, moins on en a et plus on a de nouveaux trucs. Ok, merci. Niveau du personnage joueur, il n'y a pas beaucoup de personnalisation, mais qu'en est-il des personnages à l'intérieur du jeu? Ah oui. Alors, dans le jeu, en soi, après, on peut importer du coup des static mesh, des skeletal mesh, pardon, et d'autres trucs. Donc, on peut faire des PNJ, on peut faire des bots aussi. Alors, ce que Fortnite a fait d'intéressant assez récemment, c'est qu'il nous laisse la possibilité de relier des squelettes des personnages, donc des NPC que Fortnite fournit. Donc Fortnite, on a un appareil qui s'appelle le spawner de garde par exemple, le spawner ça va spawn des animaux, ça va spawn des gardes qui ont des armes, etc., qu'on peut équiper comme des joueurs. Et du coup, il nous laisse la possibilité maintenant d'aller récupérer dans le blueprint de ce truc-là, de pouvoir relier avec des squelettes qu'on a importés nous-mêmes. Donc si on récupère un modèle sur Mixamo par exemple, ou des trucs comme ça, on va pouvoir dire, ok, ce squelette de la main, tu le lies à ce squelette de la main. Et du coup, on peut importer le modèle dans l'appareil de garde et avoir nos propres PNJ, nos propres NPC avec nos propres modèles qu'on a créés nous-mêmes, qui font les animations, qui peuvent faire les danses, etc. et tout plein de choses. Mais pas le joueur. Pas le joueur. Alors le joueur, on a une autre technique qui est pareil, un peu du bricolage. Mais alors on a un appareil qui permet d'afficher un hologramme du joueur. On peut réduire l'hologramme à 0%, donc c'est juste le joueur sans effet holographique. Donc on a un appareil qui permet d'afficher le skin du joueur. Et cet hologramme-là, il a un squelette. Et du coup, via des cinématiques et d'autres trucs un peu qu'on peut modifier, on peut animer le squelette de l'hologramme. Et du coup, il y a beaucoup de maps qui sont sortis récemment, dès qu'on a découvert un peu cette tech-là dans la commu, qui sont sortis, où en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand on veut déclencher une animation custom du joueur, on va rendre le joueur invisible. Ça, on peut le faire, du coup. On peut rendre le joueur invisible, on va bloquer le joueur, on va téléporter l'hologramme sur sa position, on va jouer l'animation de l'hologramme, qui va faire, je sais pas, un coup de pied, quelque chose comme ça. Puis, quand l'animation est terminée, on dégage l'hologramme et on rend le joueur visible. C'est... Je veux juste ajouter une précision. La raison principale pour laquelle on ne peut pas trop modifier les skins de Fortnite, c'est parce que les skins de Fortnite, les joueurs ils les achètent avec des V-Bucks. C'est quelque chose qui est dans l'écosystème Fortnite de base. Et donc forcément, si demain il y a des gens qui font un jeu dans lequel les gens peuvent avoir gratuitement tous les skins Fortnite, ce genre de choses, c'est pas possible quoi. Donc, ouais. Mais avec ce que tu viens de nous dire, finalement, on peut avoir l'hologramme en permanence. Non, parce qu'on peut avoir que l'hologramme du skin du joueur en question. Le skin que le joueur porte actuellement. Ouais, et surtout, c'est pas smooth ou quoi ça. On pourrait faire un mode de jeu où on le remplace le joueur par un skin précis, mais ça serait pas fluide ou quoi. Merci beaucoup. L'effet de Larsen. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je vous avoue que je découvre énormément de choses et franchement, je sais pas pour vous, moi c'était pas du tout un univers que je connaissais à part par le biais d'Unreal Engine, donc c'est vraiment top de voir un peu ce qu'ils ont pu en faire et derrière ce que vous avez pu en faire, c'est passionnant. Un grand merci à vous et puis je vous souhaite à très vite. J'espère qu'on pourra refaire d'autres éditions. Le Larsen il est pas gentil là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus, c'était cool. Moi j'ai bien apprécié, merci. Merci à tous et si jamais vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, on a toujours notre serveur Discord, ça s'appelle la plateforme Fortnite, vous pouvez nous chercher sur Twitter et vous avez le lien du Discord et tout ce que... Donc à tout moment, si jamais vous êtes intéressé, vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à nous poser des questions, on est tous dessus et il y a toute une communauté qui s'entraide et c'est vachement bien. Ok, je donnerai du coup les liens lors du post pour comment dire le lien de la vidéo et sur le Discord. Merci, bonne soirée.